Florence, je te donne la parole. Bon, bah, ça fait plaisir de revoir plein d'amis ici. Je pense que peut-être que je vous rejoindrai dans pas trop longtemps, mais enfin bon. Alors, oui, donc en fait, on m'a demandé de parler de la sécurité ferroviaire. Ça fait 3 ans et demi que je suis à l'établissement public de sécurité ferroviaire. Un établissement dont le rôle est de surveiller la sécurité des chemins de fer, et qui a été créé en 2006. Donc, je vais commencer par par un peu d'histoire, même si je n'ai pas, moi, beaucoup de connaissances dans le domaine ferroviaire. Mais par contre, chez moi, j'ai des gens qui sont vraiment extrêmement calés sur toute l'histoire du ferroviaire, toutes les machines, etc. Alors, donc juste rapidement, en 1803, un savant britannique met au point la première locomotive à vapeur. Ensuite, il y a une première ligne de chemin de fer au Royaume-Uni qui roule avec une vitesse de 30 km/h en 1825. La première ligne de chemin de fer en France, entre Saint-Étienne et Andrézieux, mais cette fois-ci avec une traction animale, née en 1827. La première ligne de train avec une traction vapeur en 1837. Et puis en 1930, il y a l'adoption du Code Verlan, qui a d'ailleurs donné lieu également au feu routier. Et donc cet homme très ingénieux a commencé à inventer ces feux de signalisation, puisqu'il commençait à y avoir des trains qui se rentraient dedans. Alors, ensuite, en 1938, création de la SNCF, avec une majorité État. Et auparavant, en fait, il y avait 8 compagnies, dont je crois presque toutes sauf la SNCF privée, qui se partageaient le réseau ferré français. Et puis ensuite, l'histoire était maillée de records de vitesse. En Angleterre, 202 km/h avec une locomotive à vapeur. Il y a la ligne Paris-Lyon qui a été mise en service en 1981. Auparavant, en 1955, il y avait eu également un record de vitesse, cette fois-ci par les locomotives électriques à 331 km/h. Et puis, en 1983, la SNCF est transformée en EPIC, d'ailleurs elle est toujours. Et le record du monde de vitesse s'est battu à 515,3 km/h en 1990. En 1997, Réseau Ferré de France est créé. En 2004, création de l'Agence ferroviaire européenne, donc l'équivalent de l'EASA dans l'aérien, et du BEATT, donc l'équivalent BEA transport terrestre, donc l'équivalent pour l'ensemble des transports terrestres et pas seulement du ferroviaire, parce qu'il y a beaucoup d'accidents routiers, du BEA aérien. Et en 2006, création de l'EPSF. Alors je m'arrête un petit peu là, c'est parce qu'entre-temps, il y a eu évidemment des paquets ferroviaires, comme il y avait eu des paquets aériens. Et donc c'est le 3e paquet ferroviaire qui a donné lieu à l'émergence de la notion de sécurité et d'interopérabilité externe. Puisqu'avant, c'était en fait la SNCF qui faisait tout toute seule. Et puis donc on a séparé ça, un peu comme on l'a fait pour un moment dans l'aviation civile, pour les questions de navigation aérienne, par exemple, on a séparé ça et on a dit qu'il y a une autorité de surveillance qui est séparée de l'autorité qui fait et applique les règles. Ensuite, en 2007, un nouveau record du monde de vitesse, 574,8 km/h. Et puis, en 2015, donc une nouvelle réforme ferroviaire. On fait disparaître RFF, on crée SNCF Réseau d'un côté, qui est le gestionnaire de l'ensemble du réseau, et SNCF Mobilité de l'autre, qui est l'entreprise ferroviaire qui roule sur ce réseau. Le tout étant chapeauté par ce qu'on appelle l'EPIC de tête dans le jargon. C'est un autre EPIC, un 3e EPIC, donc qui est une espèce de holding, mais qui a, qui a un rôle assez fort finalement sur chacun des EPIC filles. Alors, les enjeux de sécurité. Alors, bon, je vais pas vous assommer avec des statistiques, mais simplement c'est pour dire que ce qu'on voit, vous voyez en bleu,
Alors ça, ce sont les accidents significatifs. Alors ce qu'on appelle ces accidents significatifs, donc maintenant c'est une définition européenne, ce sont des accidents qui provoquent au moins un mort ou un blessé grave, ou bien plus de 6 heures d'interruption de trafic, ou bien plus de 150 000 € de dégâts. Voilà. Et donc, ces accidents significatifs, on voit que en fait, c'est assez stable, il n'y a pas vraiment d'amélioration de la sécurité ni de dégradation majeure. Et ce qu'on voit aussi, c'est que tout ce qui est lié en fait aux circulations ferroviaires, les collisions, les déraillements, les incendies, ça représente en fait peu d'accidents dans une année, et que la grande majorité des accidents interviennent par des intrusions en fait de l'environnement extérieur sur le réseau, que ce soit des passages à niveau, que ce soit des gens qui se baladent à pied sur les voies, etc. etc. Et ça, c'est un des problèmes majeurs, c'est-à-dire que ces intrusions créent, ce sont elles qui créent les plus de retards, d'irrégularités, de morts et de blessés. Alors ici, il y a une évolution depuis les années 50, et ce qu'on voit, il y a une pente. Alors ça se voit pas très bien, mais quand même ça a été assez pas mal ressenti. C'est dans la fin des années 90, enfin entre 90 et 2000, il y a quand même une amélioration de la sécurité globale. Et en fait c'est le moment où a été mis en service ce qu'on appelle le KVB, le contrôle de vitesse par balise, qui a permis de diminuer sérieusement le nombre de ce qu'on appelle les franchissements de signaux par les conducteurs de train, qui était vraiment une véritable plaie auparavant, alors qui ne donnait pas toujours lieu à des accidents ou à des morts ou à des décès, mais c'était une véritable plaie. Et donc ce système KVB a été, je dirais, une révolution, voire je dirais même la révolution, parce qu'il n'y en a pas eu 36, de sécurité dans le monde ferroviaire. Et ce qu'on voit, c'est que bon, on ne voit pas d'amélioration de sécurité maintenant depuis quelques années. Évidemment, plus la sécurité est bonne et plus c'est difficile de faire des étapes suivantes. C'est le permis de France, là. C'est en France, oui. Et ici, donc, les conséquences des accidents, donc le nombre de tués et de blessés graves par catégorie. Donc, on voit les voyageurs, donc c'est le bleu un peu foncé, donc il y a effectivement peu de morts et de blessés graves. Alors, bien entendu, il y a quand même des cas, c'est-à-dire dès qu'il y a un accident, évidemment, on a tout de suite beaucoup plus de morts et de blessés graves. Par exemple, 2013, puisqu'il y a eu Brittany, évidemment. Enfin, donc voilà, donc on voit, mais finalement, ensuite, ce sont... alors, il y a quelques personnels aussi qui travaillent sur les voies, il y a un souci par rapport à ça. Mais tout le reste, enfin, la grande majorité, ce sont les usagers de passage à niveau et ce qu'on appelle les intrus, qui est un mot absolument affreux, je trouve, enfin, qui est utilisé par l'Europe, et qui sont les gens qui ne devraient pas être là et qui sont là. Voilà. Qu'on appelle les intrus. Alors, on a un peu une bagarre avec le groupe SNCF sur ces sujets. Je me permets de faire des digressions au fur et à mesure, mais bon. C'est que nous on est chargé de contrôler évidemment la sécurité dite ferroviaire, donc la sécurité par exemple au passage à niveau ou la sécurité des intrus, c'est pas tellement dans nos missions claires, et c'est d'ailleurs même quand c'est dans les missions du ministère, c'est plutôt le ministère qui pilote ça, notamment sur les passages à niveau, parce que il y a évidemment l'intervention des collectivités locales. Il y a des financements d'État, etc., puisque une des réponses aux problèmes de passage à niveau, c'est de les rendre plus visibles, etc., voire de les supprimer. Et donc, ces programmes sont pilotés par le ministère. Néanmoins, on essaie, nous, de dire quand même au groupe SNCF que ce serait bien quand même qu'ils s'intéressent un peu plus, parce qu'ils ont eu jusqu'à présent tendance à dire « ça, c'est pas nous, c'est l'environnement extérieur ». Donc, je leur dis « oui, mais enfin... vous ne pouvez pas dire ça parce que vous occupez le domaine public, etc. » Donc je leur dis, c'est comme si un aéroport disait, moi je m'en fiche, les piétons qui traversent, c'est pas mon problème. Enfin, je veux dire, il y a un moment, c'est aussi quand même leur problème. Bon. Et il y a en fait dans cette affaire-là un peu un jeu un peu subtil, parce que évidemment, SNCF, évidemment comme vous l'avez vu dans la presse, manque vraiment, comment dire, cruellement de crédit pour les investissements sur le réseau, et ces crédits, évidemment, si en plus il fallait rajouter des clôtures
de modifier des passages à niveau plus qu'ils ne font, il faut quand même des gros efforts, et bien c'est évidemment immédiatement c'est le problème de l'État qui revient sur le devant de la scène. Et donc ça c'est une caractéristique très forte du système ferroviaire, c'est que on n'est pas en l'air, et donc il y a des contraintes extrêmement fortes qui sont liées à l'espace en 2 dimensions, aux voies, aux rails, aux collisions, enfin voilà. Et ça, c'est quand même une souplesse que l'aérien a, qui est absolument extraordinaire. Voilà. Alors, je ne sais pas comment le mettre, parce que normalement, c'était censé... Non, c'est du PDF. Ah, d'accord. Bon, alors, on ne peut pas trop voir, mais c'est pas grave. Donc, regardez simplement le premier truc. C'est en fait le principe de la sécurité ferroviaire. Alors, ce qui s'est passé, c'est que quand il y a eu le 3e paquet ferroviaire, c'est la première fois qu'on a parlé de sécurité, vraiment. Et l'agence européenne qui s'est créée, donc l'agence ERA, donc European Safety Authority, qui est basée à Valenciennes, son but, c'était pas la sécurité, même si c'était dit qu'il y avait entre autres la sécurité, mais c'était l'interopérabilité. Ce qui fait que l'agence est organisée d'une façon suivante. Il y a 2 directions, une direction interopérabilité et une direction sécurité. Donc la direction sécurité s'occupe des entreprises et la direction interopérabilité s'occupe des véhicules. Et en fait, les règles de sécurité qui s'appliquent aux véhicules, elles ne s'appellent pas règles de sécurité, elles s'appellent règles d'interopérabilité. Et quand j'ai quitté la DGAC pour venir à l'EPSF, j'étais absolument frappée parce qu'une semaine après, il y avait un colloque à Berlin où je suis allée, je découvrais tout, je connaissais personne et tout, et je vois une personne de la Commission européenne qui était sur la scène et qui commence à dire il n'y a pas de problème de sécurité dans le ferroviaire, il y a des problèmes de concurrence. Et nous, vous allez voir ce que l'on va voir, nous on veut garantir l'interopérabilité et on sait bien que dans les pays, les autorités font tout pour prendre la sécurité comme prétexte pour empêcher la concurrence. Donc il faut savoir qu'il y a comme ça un dogme. Bon. Et à ce moment-là, je me rappelle, j'ai levé la main quand même et puis j'ai dit, ben attendez, ah oui, puis disant la sécurité c'est un prétexte pour des surcoûts, enfin c'est un sujet économique. Donc je dis, bah ouais, moi, quand il y a un accident, c'est aussi un sujet économique et voilà, la non-sécurité c'est aussi un obstacle à la concurrence. Donc tout le monde s'est foutu à rigoler comme des fous dans la salle. Et ensuite, j'étais attaquée au repas par des Américains qui m'ont dit que franchement, la sécurité, bon, ça va quoi. Hein, bon. Et qu'il y avait juste une petite Espagnole discrète et gentille qui m'a dit « Moi, je suis d'accord avec Madame Rousse. » Donc, en fait, il faut quand même savoir ça, c'est que jusqu'à présent, la sécurité, c'était pas le problème. Le problème, c'était de faire en sorte que les trains franchissent les frontières, et d'ailleurs, ce qui reste d'ailleurs un problème extrêmement important aujourd'hui. Mais néanmoins, le sujet sécurité quand même fait son chemin. Bon, il y a eu d'abord un certain nombre d'accidents catastrophiques, mais il y a toujours un peu cette idée que le ferroviaire est le mode le plus sûr, etc. Voilà. En plus, maintenant que l'agence européenne prend des nouvelles responsabilités, donc j'expliquerai ça tout à l'heure, elle commence à se dire effectivement que bon, la sécurité c'est important, parce qu'elle est extrêmement précautionneuse sur les signatures qu'elle va donner. Alors, quand ce système de sécurité a été inventé, donc il y avait en 2004, donc il y a eu 2 directives, une directive sécurité qui parlait des entreprises, gestionnaires d'infrastructures, entreprises ferroviaires, et une directive dite interopérabilité qui parlait des véhicules et des autorisations de véhicules. Et ça a toujours été séparé, et c'est toujours séparé aujourd'hui. Et donc, sur la partie sécurité, comme ils ne savaient rien, ils ont regardé ce qui se passait évidemment dans l'aviation. Donc ils ont repris des termes et des concepts, mais vraiment complètement copiés de l'aviation. Et alors ce qui est assez merveilleux, c'est que ces concepts que l'aviation a quand même mis beaucoup de temps à digérer, etc., et notamment celui de système de gestion de la sécurité que vous avez à l'écran, eh bien immédiatement il est intervenu au ferroviaire comme ça, clac. Et ça c'est merveilleux parce que le ferroviaire n'a pas de scrupules, n'a pas de frein. Ils disent ah ben tiens, ils font ça dans l'aviation, tiens on va faire ça, paf.
Voilà. Et donc c'est assez étonnant. Après, ça marche plus ou moins bien. Mais en même temps, c'est porteur de progrès. Bon, peut-être qu'ici même après, ils mettent des années à digérer, mais ils ne se posent pas vraiment beaucoup de questions sur le sujet. Donc en fait, dès le début, il y a eu ce concept de SGS pour les entreprises, en disant que les entreprises doivent avoir un SGS, et c'est à peu près la seule règle qu'il y avait à l'époque. C'est là que le PSF donc, a été créé en 2006, et comme vous savez sans doute, son premier directeur général et un de ses premiers présidents d'ailleurs est dans la salle, hein, Frédéric. Et puis son premier directeur général était Jean-Paul Troidec. Et je me rappelle à l'époque, il appelait ici et puis il disait comment vous faites pour les licences de conducteurs, comment vous faites pour les SGS, comment vous faites pour... Et en fait, tout a été, disons, discuté, écrit, etc. en fonction de ce qui se faisait dans l'aviation. Voilà. Mais moins bien, moins bien. Alors, donc, les acteurs du système, donc vous avez les gestionnaires d'infrastructure, donc, qui doivent détenir un agrément de sécurité. Donc, comme dans les textes, il a été établi qu'il y aurait désormais des autorités nationales de sécurité. C'est là que le PSF a été créé en 2006. Et bon, le ministère a choisi de le faire sous la forme d'un établissement public administratif, ce qui donnait l'avantage, ça a été assez bien conçu, parce qu'au début, évidemment, dans le PSF, il y avait quasiment que des personnes qui venaient de la SNCF, puisque avant, personne ne connaissait rien au ferroviaire, sauf dans la SNCF. Donc, on a pris des gens de la SNCF, donc c'est Jean-Paul Troidec qui a monté tout ça. Et puis, il avait dû se dire dans sa sagesse que jamais il pourrait recruter des gens compétents. Et donc, la loi dit que le PSF a le droit de recruter des personnes dans le privé. C'est-à-dire, on est un établissement public administratif qui a le droit de passer des contrats normaux d'entreprise privée. Et donc, au début, ça devait être 90% de personnes de la SNCF et un ou deux privés. Et puis aujourd'hui, on est à peu près 105. Et il ne nous reste plus que 9 personnes détachées de la SNCF et toutes les autres personnes venant du privé. On avait aussi des fonctionnaires, il n'y en a plus, c'est-à-dire quand je suis arrivée, il n'y en avait plus, il n'y avait que l'agent comptable qui restait comme fonctionnaire. Je dois dire d'ailleurs au passage que le PSF étant basé à Amiens, je recherche désespérément des fonctionnaires, mais j'ai toujours un peu de mal, parce qu'ils sont très très enthousiastes, et quand je leur dis que le poste est à Amiens, immédiatement, je ne sais pas pourquoi, ils disent que finalement, ils sont plus d'accord pour venir. Bon, voilà. Donc j'ai réussi péniblement à recruter un deuxième fonctionnaire, à part l'agent comptable, et puis un ingénieur TPE, mais à qui j'ai subrepticement laissé la possibilité de rester à Paris. Ce que je ne trompette pas parce que j'ai pas envie que tous les autres me disent qu'ils ont envie d'être basés à Paris. Donc voilà, donc je passe mon temps à essayer de gérer la fuite des personnels. Donc voilà, donc il y a un agrément de sécurité pour le gestionnaire d'infrastructure. Et pour les entreprises ferroviaires, il y a ce qu'on appelle un certificat de sécurité. Donc qui est l'équivalent des certificats des entreprises aériennes. Donc ils ont une licence qui est délivrée par le ministère, les exploitants ferroviaires, et puis un certificat de sécurité. Et ce certificat de sécurité, aujourd'hui, il est divisé en deux parties, la partie A et la partie B. Alors pourquoi? La partie A, en gros, c'est l'entreprise a un SGS qui est conforme au texte et ça fonctionne bien, donc elle est capable d'assurer un boulot d'entreprise ferroviaire. Bon. Et la partie B, c'est évidemment, comme les règles nationales sont toutes différentes dans tous les pays, eh bien, il y a des règles nationales qui s'appliquent et qui sont tellement dirimantes que même physiquement, une entreprise ferroviaire ne peut pas pénétrer, par exemple, sur le territoire français si elle n'a pas un certain nombre de caractéristiques techniques. Donc, du coup, il y a la partie B du certificat, qui est, bon, et maintenant qu'elle a un certificat de sécurité, pour pouvoir rouler sur le réseau français, eh bien, il lui faut cette partie B. Donc, on vérifie la conformité à un certain nombre de règles françaises. Et puis ensuite, si elle veut aller en Allemagne, elle doit avoir une partie B allemande. Puis si elle veut aller en Espagne, elle doit avoir une partie B espagnole. Voilà.
Et alors, la partie A, en fait, est délivrée par le premier pays, finalement, qui a eu la première fois à traiter avec l'entreprise. Et quand l'entreprise demande une partie B dans un autre pays, eh bien, l'autre pays donne simplement le complément de la partie B. D'accord ? Par contre, évidemment, il y a une interaction entre les deux, parce que si on voit qu'il y a beaucoup de problèmes pour respecter la réglementation nationale, on peut s'interroger sur la partie A. Mais il y a un principe dans le ferroviaire qui est difficile à faire tomber, c'est qu'en fait, il y a un principe hyper géographique. C'est-à-dire que, quand je l'ai dit d'ailleurs, que les gens étaient surpris, quoi, hein, jamais on met les pieds dans un pays étranger, nous. Hein. La SNCF peut aller à l'étranger, nous, on n'y fout pas les pieds, hein, il n'est pas question, hein, c'est purement national. Et donc, en fait, on peut demander des choses à l'autre autorité, mais les audits, les contrôles, les inspections se font exclusivement sur le territoire national. Donc, alors que, par exemple, Air France, on va à l'autre bout du monde pour aller auditer Air France. Mais là, c'est pas le cas. Donc, chacun a sa partie B, gère sa partie B, et puis, si on a des questions sur la partie A, on demande à l'autorité initiale. Voilà. Et le certificat est donné pour 5 ans, et ensuite, il peut être renouvelé. Alors, je le dis tout de suite, parce que peut-être que mon exposé risque d'être trop long, donc comme ça, au moins, je l'aurais dit. Avec le 4e paquet ferroviaire, donc, qui a été adopté en 2016, il y aura plus cette notion de partie A et de partie B. Donc ça sera abrogé. Donc il n'y aura plus qu'un seul certificat, ce qui ne résout pas d'ailleurs les problèmes de compatibilité avec le réseau. Alors, donc le BEATT, à ce moment-là, effectivement, a été également créé, enfin 2 ans avant. Et donc là, c'est assez classique, donc je ne m'étends pas, c'est un peu comme le BEA, il fait des enquêtes quand il y a un accident ou un incident grave, et il peut se saisir de sujets quand il a envie, sur des sujets d'ordre généraux, ou sur un incident où normalement il n'aurait pas forcément à intervenir, mais il peut s'en saisir. Alors le prédécesseur de M. Panaleux, donc, qui est l'actuel directeur du BEATT, c'était Claude Hazard, je ne sais pas s'il vient parfois vous voir. Voilà. Alors le PSF, donc j'en ai déjà parlé, alors on est organisé donc avec cette centaine de personnes, on a une direction des autorisations, donc qui donne toutes les autorisations. Alors les matériels roulants ont également une autorisation, qu'on appelle une AMEC, autorisation de mise en exploitation commerciale. Les éléments d'infrastructure ont également une autorisation, qu'on appelle aussi AMEC. Par exemple, on a autorisé la mise en service des nouvelles lignes à grande vitesse qui ont été ouvertes en 2017, donc en tant qu'infrastructure. Après, il y a les certificats de sécurité, les agréments de sécurité. On délivre les licences de conducteurs et on tient le registre des licences des conducteurs. Et on tient également le registre national d'immatriculation des matériels roulants. Registre qui est assez... qui n'a pas du tout le rôle qu'il a dans l'aviation. Je me permets de comparer à chaque fois. C'est-à-dire qu'il n'a pas il n'est pas dans les textes, ça n'existe pas vraiment dans les textes français de haut niveau. C'est un registre purement technique en fait. Donc, et d'ailleurs avec le 4e paquet ferroviaire, il est question d'un registre européen unique. Voilà. Il n'y a pas d'histoire d'hypothèque, il n'y a pas de lien, disons, avec des sujets qui soient autres qu'une immatriculation et puis un certain nombre d'éléments techniques qui sont décrits. Ensuite, la direction des contrôles, donc il fait tous les contrôles. On a instauré d'ailleurs, parce que ça n'existait pas il y a 2-3 ans, on a instauré, au-delà des audits et des inspections un peu approfondies, ce qu'on appelle des contrôles opérationnels où on va sur le terrain et puis on relève des infractions, un peu comme les contrôles SAFA, mais on le fait évidemment au niveau franco-français. Voilà. Et puis on fait également l'animation du retour d'expérience. Et je dois dire que ce retour d'expérience était totalement embryonnaire quand je suis arrivée. Et c'est en train de monter en puissance. D'une part parce que quand je suis arrivée, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'obligation de report des événements, des incidents par les entreprises, qu'elles soient entreprises ferroviaires ou gestionnaires d'infrastructures. Et en fait, il y avait une obligation par décret qui s'appliquait uniquement à SNCF Réseau, en tant qu'établissement de l'État, de reporter les événements à l'EPSF. Et donc, bon ça je dois dire que c'est un peu moi qui l'ai soutenu et tout ça, il fait prendre par le ministère.
On a fait modifier un décret et puis un arrêté. On a travaillé avec les entreprises, on a établi une nomenclature des incidents de sécurité et on a rendu obligatoire la notification des incidents de sécurité par l'ensemble des EF et l'ensemble des gestionnaires d'infrastructures, selon la nomenclature en question. Et on est en train de créer, donc on a développé un outil informatique qui a été opérationnel le 13 décembre 2017, donc c'est récent, qui est plus moderne et qui va permettre aux entreprises, si elles le souhaitent, d'utiliser cet outil-là gratuitement et de rentrer leurs incidents directement dans la base de données EPSF. Après, on recherche évidemment des gens pour faire un peu l'analyse de tout ça. Ça fait 1 an qu'on cherche un data scientist, etc., mais on ne trouve pas. Personne ne viendra bien, donc je vais encore pleurer. Enfin, disons qu'on développe le retour d'expérience, on fait énormément de réunions avec les entreprises, tout le temps. Il y en a au niveau local, au niveau national, on anime tout ça. Et je dois dire que par contre, point positif, j'ai été frappée, contrairement à l'aérien justement, les premières réunions auxquelles j'avais assisté, autant il n'y avait pas de report, de choses comme ça, autant autour de la table, les gens se disaient vraiment tout. Ils se cachaient rien, ils disaient voilà, tel jour j'ai tel problème, voilà. Et donc il y a quand même ce côté un peu à la bonne franquette, où en fait il n'y a pas ce côté un peu tout de suite de se mettre un peu sur son quant à soi et d'avoir un peu peur de raconter qu'on a fait des bêtises, qu'on fait des bêtises, qu'on est conducteur machin, et donc avec beaucoup de transparence en fait. Et donc j'espère que cet esprit-là restera, mais ça c'est quand même à souligner et c'est un plus par rapport, je crois, en tout cas encore, par rapport à l'aviation. Avec la concurrence ça va peut-être changer, on verra. Bon. Mais ensuite, il y a la direction des référentiels. Alors, un point très important, c'est que le PSF n'est pas chargé de la réglementation, c'est le ministère. Donc, c'est le ministère qui fait la réglementation ferroviaire. Et qui est quand même assez soucieux qu'on ne fasse pas trop d'intrusion là-dedans. Donc, en fait, c'est jusqu'au niveau des arrêtés inclus. Et en fait, évidemment, on participe parce qu'on est un peu leurs experts. Mais à la fin, c'est quand même eux qui tranchent. Et ensuite de ça, nous, par le décret, on a pour mission de diffuser des documents pédagogiques. Alors, on diffuse des documents techniques, on diffuse des documents qu'on appelle des moyens acceptables de conformité. Vous voyez d'où je tire ce terme. Et qui sont en fait des documents beaucoup plus précis, etc., qu'on publie sur notre site, mais qui ne sont pas obligatoires. Et puis des guides, enfin voilà. Et on participe évidemment avec le ministère aux questions européennes et aux évolutions européennes, mais par exemple c'est le ministère qui est membre du conseil d'administration de l'agence européenne, même si quelqu'un de chez moi prépare avec lui et suppléant ou accompagne, enfin voilà, mais c'est quand même le ministère qui est dans les comités réglementaires à haut niveau, etc. Par contre, dans tous les groupes de travail, c'est le PSF. Alors, donc, au ministère, c'est la DGITM et c'est la direction des services de transport qui assure notre tutelle. Voilà. Et donc, il y a 3 bureaux, n'étant pas. Donc, un qui est plus spécialement sur l'Europe, un qui est plus spécialement sur la sécurité et un qui est sur la régulation, c'est-à-dire régulation du marché. Celui sur la sécurité, comme vous voyez, a marqué sécurité ferroviaire et des transports guidés. C'est parce que, en fait, sur le ferroviaire, il y a aussi un autre sujet. C'est qu'il y a une définition de ce qu'on appelle le réseau ferroviaire national. Il est défini par un texte. Voilà. Et son contour est défini par un texte. Et il y a des réseaux qui ne sont pas le réseau ferré national. Alors, tout ce qui est le réseau ferré national, c'est SNCF Réseau, qui en est le responsable, le propriétaire et le responsable. Et dans ce qui est en dehors, eh ben, ça peut être d'autres opérateurs. Alors, la compétence de l'EPSF, elle est sur le réseau ferré national. Donc, dès qu'on en sort, c'est plus nous. Sauf que bon, c'est plus compliqué que ça, parce que le ferroviaire aussi a une caractéristique, c'est qu'on est d'une complexité importante. Donc il y a le réseau ferré national et les réseaux dits comparables.
Alors, c'est des réseaux comparables, il y a un texte qui en donne la liste. Voilà. Alors, par exemple, la section française du Perpignan-Figueras, c'est pas le réseau ferré national, c'est un réseau comparable. Et il y a d'autres réseaux, par exemple, tous les réseaux qui cheminent vers les grands ports français, c'est des réseaux comparables. Donc, c'est aussi nous. Mais il y a des tas de petites lignes qui ne sont pas gérées par SNCF Réseau, qui ne sont pas surveillées par le PSF. Et tout ce qui est métro, tramway, c'est un service d'État qui s'appelle le STRMTG, qui est un service à compétence nationale, dont le siège est à Grenoble, et qui au départ ne s'occupait que des remontées mécaniques et des téléphériques et tout ça. Et il y avait eu, il y a longtemps de ça, quand le PSF a été créé, il y avait eu apparemment une décision en interministérielle de dire comment on fait le partage. Et le partage s'est fait en disant finalement, lorsque c'est la compétence du ministre des Transports, en gros c'est le PSF, et lorsque c'est la compétence du préfet, en gros c'est le STRMTG. C'est-à-dire que tous les réseaux urbains, c'est le STRMTG. D'ailleurs, en gros, c'est urbain, RATP, STRMTG. Nous, on ne s'occupe pas de la RATP. Alors, par exemple, sur le réseau des RER en région parisienne, c'est hyper compliqué. Parce qu'on a un morceau du RER A, mais pas l'autre morceau. On a tout le RER C, on a un morceau du RER B. Enfin, voilà. On a le E, et on n'a qu'un petit bout du D. Donc en fait, ça veut dire qu'on se coordonne en permanence entre le STRMTG et nous, parce qu'en plus les textes qui régissent le STRMTG, puisque évidemment les ministères ont bien pris soin, et dans les autres pays c'est pareil, de faire en sorte que ces réseaux soient exclus du champ des directives européennes et de la concurrence. Donc en fait, il y a des décrets spéciaux sur quelle est la sécurité de ces trucs-là. Et en fait, la sécurité de ces trucs-là, c'est pas du tout les mêmes règles techniques, ni rien, ni quoi, ni caisse. Il n'y a pas de certificat de sécurité, il n'y a pas d'agrément de sécurité. En fait, ils gèrent ça comme un système. C'est-à-dire qu'il y a le système, l'opérateur, plus le réseau ensemble. Et en fait, ils approuvent l'ensemble. Ce qui n'est pas idiot, hein. Bon. Et ils ont les tramways, enfin tout ça. Et donc, en fait, on passe beaucoup de réunions, en fait, avec le STRMTG, sur des dossiers qui sont des dossiers d'interface. C'est-à-dire que parce qu'on a de plus en plus maintenant d'histoires de tram-train, de choses comme ça, où en fait on ne sait pas très bien, alors on passe pas mal de temps à essayer de définir qui fait quoi, quand est-ce qu'on est de la compétence de l'EPSF, quand est-ce qu'on est de la compétence du STRMTG, on découpe le dossier, on discute avec le ou les opérateurs, et puis on a fait un guide d'ailleurs là-dessus pour dire voilà, comment est-ce qu'on définit une espèce de dossier d'interface qui sera lui vu en commun par les deux organismes. C'est assez compliqué, mais enfin ça marche parce qu'on s'entend bien et que voilà. Alors, donc les paquets ferroviaires, donc le truc le plus important, ça a été l'ouverture à la concurrence du transport national de fret, avec la création de l'agence européenne et puis des autorités nationales de sécurité. Ça a été un choc absolument dingue, d'après ce qu'on m'a raconté, parce que moi je ne sais pas, hein, parce que j'ai même des sociétés qui m'ont dit que c'était violent, quoi. C'est-à-dire, par exemple, une nouvelle société de fret, on lui sabotait ses matériels pendant la nuit, enfin des trucs vraiment violents. C'est-à-dire que l'ouverture à la concurrence, c'est pas un truc qui est encore passé dans les mœurs, vraiment. Alors, pour le fret, ça a été fait, mais donc là maintenant, je pense qu'on va rentrer dans le dur. L'ouverture à la concurrence du transport international de voyageurs en 2007. Bon, en France, il n'y a pas eu grand-chose. Hein. On a eu une entreprise italienne, Tello. Bon, on a... mais on n'a pas grand-chose, en fait, comme ouverture réelle du transport international de voyageurs. Et puis, donc 2016, alors là, maintenant, ça fixe des dates pour l'ouverture à la concurrence de voyageurs complète. Alors, ce pilier, ce quatrième paquet, il est divisé en deux piliers. Donc, le pilier marché, donc qui est le plus important, celui que tout le monde connaît, etc. Celui dont tout le monde parle dans la presse.
Et le pilier technique, donc, qui intéresse personne, donc c'est celui qui est sur la sécurité et l'interopérabilité, donc qui revoit complètement les questions de sécurité et d'interopérabilité, qui modifie les deux directives. Ce que je trouve dommage, c'est que ça n'est pas fusionné, c'est-à-dire qu'on reste toujours avec une directive sécurité et on reste toujours avec une directive interopérabilité. Et puis il y a un règlement de l'agence européenne qui étend considérablement ses compétences. Alors donc voilà, ça c'est la liste des textes en question. Donc c'est le pilier technique donc. Alors, ce qui change et ce qui ne change pas. Alors c'est pareil, je trouve ça un peu bizarre, mais enfin bon, c'est trop tard, c'était déjà presque voté quand je suis arrivée, mais bon, donc j'ai pas eu... Hein. Mais en fait, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu... Moi, je pense que ce quatrième paquet ferroviaire, il a été sous les auspices de dire, et ça a été dit, c'était dit tout le temps, c'était seriné tout le temps. Oui, il y a ce quatrième paquet ferroviaire. Pourquoi? Parce qu'il y a des pays qui font exprès de faire traîner les dossiers de demande d'autorisation pour des prétextes de sécurité, pour ne pas que des matériels étrangers soient autorisés. Bon, il y avait eu quand même quelques cas, c'est vrai. Je me rappelle, enfin, on m'a raconté Tunis sous la Manche, Siemens, le gouvernement français qui avait dit je veux pas de matériel Siemens. Enfin, bon. Donc c'est vrai que je pense que les pays n'étaient pas blanc-bleu, mais donc c'est quand même ça ce qui a guidé ce truc. Et du coup, le principe, c'est que toute autorisation, quelle qu'elle soit, d'entreprise ferroviaire, de gestionnaire d'infrastructure ou de matériel roulant, non, pas le gestionnaire d'infrastructure, ça reste national, mais entreprise, tout ce qui franchit les frontières, en gros, matériel roulant entreprise, aura une autorisation délivrée par l'agence européenne. Ce qui pose un vrai os à la base, parce que, par exemple, si je prends l'aérien, on a dit tout de suite, les matériels, ils sont autorisés par l'agence. Mais les entreprises, on a dit c'est quand même les autorités nationales qui les autorisent. Alors, un des problèmes, par exemple, majeurs, c'est que, bon, sur les matériels roulants, les constructeurs, dans le ferroviaire, personne ne parle anglais. Il faut être clair, même à la SNCF, vous cherchez quelqu'un qui parle anglais, vous avez du mal. Hein. Donc, sur un matériel ferroviaire, encore, vous vous dites, bon, les constructeurs, il n'y a pas de problème, ils vont déposer leur dossier en anglais assez rapidement, même s'ils ne le font pas aujourd'hui quand même. Ils sont quand même tournés sur l'international, ça va venir, quoi. Hein. Pour les opérateurs, c'est une autre paire de manches. Et quand vous dites, j'instruis le SGS de la SNCF, ça veut dire qu'il faut le traduire en anglais. Et comment l'autorité européenne, elle va aller auditer ça? Il faut qu'elle ait des gens qui parlent français, enfin, parce que par définition, c'est du droit mou, c'est pas juste aller regarder si un truc est conforme ou pas conforme. Et donc là, il y a un vrai os, je le dis tout de suite, mais bon, l'agence est très embêtée, d'ailleurs, elle n'avait pas forcément demandé ça, d'ailleurs, mais c'était une décision politique. Donc il y a un certificat unique délivré par l'agence. Alors, je parle français-anglais encore, ça va. Mais si vous parlez polonais ou lituanien, je sais pas quoi, voilà. Donc, déjà à la base, je vais un peu vite par rapport à l'exposé, mais du coup je les après déclenche, mais à la base, donc le premier problème, c'est que l'agence se dit, merde, comment je vais faire? Bon. Alors, elle a commencé à discuter avec les autorités nationales, et elle a l'intention de s'appuyer largement sur leurs compétences. Donc, on va voir ce que ça donne. Elle a cherché à imposer dans les textes de mise en œuvre, c'est-à-dire des règlements de la Commission, l'anglais partout, du style, toute entreprise qui dépose un dossier doit le déposer en anglais. La France d'ailleurs, c'est remarquable, a été le seul pays à s'y opposer violemment. Et ce qui est très bizarre, c'est que même les Allemands qui sont opposés, pas trop. Et bon, elle n'a pas eu gain de cause parce qu'évidemment que c'est pas du tout conforme au texte. Enfin, c'est pas conforme, quoi, c'est pas possible. Et donc l'agence était furieuse, mais elle a dû renoncer à ça. Donc les dossiers seront déposés dans la langue du postulant. Hein, voilà. Donc voilà. Donc aujourd'hui, l'idée c'est que l'agence recevra un dossier. Alors ce dossier du coup, il doit être envoyé par ce qu'ils appellent un guichet unique, qui
qui sera un instrument informatique qu'elle est en train de faire, et donc on essaie de s'attacher à ce que ce ne soit pas trop une usine à gaz administrative. Et donc ensuite ce dossier, le postulant, il doit dire, si son exploitation est internationale, c'est forcément l'agence qui délivre le certificat, ou pas l'agrément, la gestion d'infrastructure, ça reste national, mais pour le véhicule, l'autorisation de mise en exploitation commerciale. Et si par contre c'est une exploitation purement, par exemple, franco-française ou albano-allemande, eh bien le postulant a le droit de dire dans ce cas-là, mais uniquement parce qu'il n'entend pas traverser les frontières, je souhaite que ce soit l'autorité nationale qui continue à me donner le certificat ou l'autorisation. Donc ça veut dire qu'il nous restera quelques dossiers purement nationaux. Voilà. Mais c'est le postulant qui choisit au moment où il dépose son dossier. Il dit je veux ça. Voilà. Et ce dossier, à ce moment-là, eh bien, puisqu'il est mis sur une plateforme unique, eh ben, à la fois l'agence et à la fois les autorités nationales le verront. Donc ils verront le dossier. Et comme évidemment les réglementations ne sont pas harmonisées, si on a anticipé, c'est pareil, on dit un certificat unique, mais les réglementations ne seront pas les mêmes. Bon. Donc, il y a certaines règles qui sont européennes. Alors, pour les véhicules, il commence quand même à y en avoir pas mal, faut dire les choses, qu'on appelle les STI, spécifications techniques d'interopérabilité. Eh bien, en fait, le dossier sera instruit 2 fois en parallèle par deux entités différentes. Alors, l'agence l'instruit au regard de la réglementation européenne, tandis que, dans le même temps, l'autorité nationale principale, et voire une autre autorité s'il y a un petit franchissement d'une autre frontière, l'instruit, le même dossier, au regard de ces règles nationales applicables. Et puis ensuite, l'autorité nationale donne un avis à l'agence européenne, formel. Elle dit, voilà, moi j'ai regardé, au regard des règles françaises, ça me va, ou il y a telle réserve, etc. Et donc on doit donner un avis formel via ce guichet unique, tout doit se faire via ce guichet unique, et à ce moment-là, l'agence donne l'autorisation définitive complète. Du coup, s'il y a un problème entre l'agence et une autorité et qu'on n'est pas d'accord sur un truc, ils mettent en place ce qu'on appelle un board of appeal, une espèce de chambre des recours pour gérer tous les recours potentiels entre l'agence et les autorités nationales sur des autorisations qu'on délivre en même temps, en fait, qu'on instruit en même temps. Voilà. Donc ça c'est le système. Et ensuite, il y a un nouveau système contrôle commande signalisation qui s'appelle le RTMS, dont on parle beaucoup en Europe, qui est le successeur du KVB, de la TVM 430 pour les TGV, etc. Et donc le problème c'est quand on circule sur un réseau, il faut avoir le même système de signalisation. Et c'est d'ailleurs un des obstacles majeurs. Donc ça veut dire que vous avez des trains, par exemple, qui franchissent la frontière, il doit avoir 3 systèmes à bord. Donc l'Europe pousse à ce qu'il y ait un système unique qui s'appelle le RTMS, qui a été développé pour l'Europe, qui soit installé partout. Bon, aujourd'hui, évidemment, il est très peu installé. Donc pour pousser à l'accélération de ce processus, comme l'autorisation des infrastructures reste au niveau national, par contre, il y a un dispositif assez complexe aussi, c'est-à-dire que lorsque, par exemple, Vinci ou je ne sais pas qui, Visea ou RE, enfin, veut construire un nouveau bout de ligne, donc il y a un dossier d'infrastructure qui comporte les voies, etc., mais aussi le système de signalisation. Eh bien, il doit également, avant de lancer les appels d'offres, demander en parallèle une autorisation pour le système de signalisation à l'Europe. Et l'ERA, ça c'est à l'inverse, c'est l'Europe qui donne un avis, une approbation de ce système. Et là c'est vraiment de l'interopérabilité pure, c'est de vérifier que ce système est effectivement compatible avec le cahier des charges ERTMS. Et à ce moment-là, nous on instruit le dossier et on donne l'autorisation, mais une fois qu'on a eu l'avis positif de l'agence sur le fait que c'est bien un système interopérable qui va être installé. Voilà. Donc, tout ça, ça veut dire qu'on voit bien, enfin ça, c'est compliqué, mais c'est parce qu'en fait, et ça on la comprend, l'Europe en a marre, en gros, elle en a marre qu'on n'arrive pas à résorber en fait les règles nationales. On n'y arrive pas.
et ça prendra peut-être encore des années et des années, mais du coup elle essaie vraiment de tordre le bras. Et donc en parallèle, bon là c'est le système que je décris, services domestiques, services internationaux. Bon, quand il y a une section frontière, il y a beaucoup de ce qu'on appelle des sections frontières, c'est des entreprises qui franchissent juste la frontière jusqu'à la gare qui est de l'autre côté. Donc là il y a un système quand même simplifié où on peut dire bon ben là dans ce cas-là on considère que c'est national. Voilà, donc vous sachez ce que j'ai expliqué. Alors, autre problème, une fois que j'ai autorisé une entreprise ferroviaire, par exemple SNCF Mobilité, il y a un moment où son certificat doit être renouvelé. Mais par contre, le contrôle des entreprises, la surveillance des entreprises, ça reste purement national. Donc comment ça se passe? C'est-à-dire, il faut renouveler l'autorisation, donc l'ERA Valenciennes, elle fait quoi? Puisque, en fait, elle ne sait pas ce qui s'est passé pendant 5 ans. Donc, en fait, il y a aussi alors, des règlements de mise en œuvre qui demandent à l'autorité nationale de fournir les éléments qui vont bien sur la surveillance qui a été exercée pendant les 5 ans, etc. Donc, en fait, on va devoir reporter en permanence à l'agence un certain nombre d'éléments sur tout ce qu'on fait, finalement, en termes de surveillance, même si la surveillance reste de la responsabilité pure nationale. Par contre, on ne peut pas suspendre un certificat. Il y a toute une procédure. Si par exemple on voit un problème de sécurité imminent, bon ça vous connaissez ça dans les textes aériens, il y a un peu le même type de dispositif. On peut suspendre un certificat unique, mais dans les 15 jours, il faut notifier à la commission qui, etc. Et qui ensuite confirme ou pas qu'on a eu raison ou pas, et à ce moment-là, l'agence retire ou pas le certificat en question. Donc voilà le système. Et ça, c'est au 16 juin 2019. Alors, pour préparer tout ça, avec l'agence, en France, on a été les premiers à le faire, puis ensuite les Allemands nous ont copié, les Anglais aussi, l'agence qui leur a soumis la même chose. On a dit peut-être que ce serait bien, puisque avant, l'agence ne faisait pas du tout ça, elle faisait que de la réglementation, elle faisait les STI, en fait, les spécifications techniques d'interopérabilité, et donc elle est très embêtée, et donc on a dit on pourrait essayer de travailler ensemble, donc on a signé une espèce de MOU, enfin, d'accord, bon, souple, dans lequel on dit qu'on est prêt à accueillir des gens de l'agence chez nous quand ils veulent, et vice-versa, et qu'on est prêt, avec l'accord de l'entreprise, à ce qu'ils regardent le dossier de l'entreprise et ils l'instruisent avec nous, et tout, et tout. Bon. Et donc ça, on a signé ça en 2015, même avant l'adoption du 4e paquet. Et ben, l'agence, elle n'avait pas assez de ressources, et donc elle vient juste, finalement, d'approuver un certain nombre de dossiers. Et donc les entreprises évidemment ont toutes dit oui. Et donc on a, alors c'est écrit tout petit mais c'est pas grave, mais on a un certain nombre de dossiers, alors essentiellement de véhicules qu'on est en train ou qu'on va instruire quand le dossier sera déposé avec l'agence. Pareil pour les certificats de sécurité et puis on a un projet ERTMS Sol. Donc ça c'est pour essayer de voir comment est-ce qu'on peut travailler ensemble. Donc ça veut dire qu'en gros le succès du truc, c'est très clair, c'est que soit on travaille comme si on était un, soit ça va coincer quoi. Donc c'est ça le sujet, je pense, c'est d'arriver vraiment à travailler complètement ensemble, sans difficulté. Le problème de l'agence, c'est qu'elle est parfois un peu psychorigide et dans une notion de précaution. Par exemple, il y a eu tout un débat sur le règlement d'exécution et ben, il n'y a pas eu moyen, et la commission aussi est extrêmement rigide. Il y avait la question de la phase de transition. Alors, des discussions, mais sans fin, des jours et des jours là-dessus. Ah bah si, au 16 juin 2019, un dossier a été déposé et qu'il est presque finalisé, mais que l'autorité nationale n'a pas encore signé. Qu'est-ce qu'on fait? Bah alors, on dit, bah, vous transmettez le dossier à l'agence, et l'agence signe, et puis voilà. Elle finit, puis elle signe, quoi, c'est bon. Et ben, il n'y a pas eu moyen. Donc en fait, dans les textes d'exécution, l'entreprise doit redéposer un dossier. Via le guichet unique. Voilà. C'est comme ça. Par contre, il y a quand même marqué, après moult discussions sans fin, que l'agence prendra en compte le travail technique qui a déjà été effectué. Pour la Suisse, comment ça se passe? Et ben, la Suisse, ils ont décidé de prendre l'acquis communautaire, donc normalement, ils font ça aussi. Parce que le siège de l'Organisation ferroviaire internationale est à Berne. Laurence, comment vous faites avec les Chinois?
Bah, vous savez que Ferroviaire, il ne va pas jusqu'en Chine. Hein. Si. Attends. Ah non, mais attendez, Decathlon. ils vont à Berlin, Düsseldorf, Lyon, Valence. En Inde, en tout cas. Ah ben, Ils se débrouillent. Pour le fret, il y a Decathlon qui a une ligne. Ça commence, il y a quelque chose. Il y a le temps de- Bon, en tout cas, là, on ne recherche pas d'interopérabilité. Oui, il change de truc. Et après, il y a un gros travail, je le mentionne, avec le nom bon, assez pas très sexy de nettoyage des règles nationales. Enfin, c'est le jargon, voilà. C'est-à-dire que les règlements, les directives prévoient que tous les pays vont devoir notifier à la Commission toutes leurs règles nationales les unes après les autres. Et donc, et ça c'est dans l'optique qu'on force les États membres à diminuer ces règles. Et donc, il y a un travail qui a duré des mois et des mois et des mois et des mois avec le ministère pour notifier déjà les règles sur les véhicules, ensuite les règles sur les infrastructures, les règles sur... Voilà. Bon. Alors, le problème qu'on a... Et puis, donc on les notifie, et puis la commission, je ne sais pas quoi, va dire ça, vous avez le droit de garder ou pas. Bon. Et alors, en fait, il compare par rapport au STI. Donc, si ça doublonne par rapport à une règle européenne qui existe déjà, évidemment, il faut supprimer. Mais dans les STI, il y a ce qu'on appelle des points ouverts. C'est-à-dire des trucs où il n'y a rien, tout simplement. Pour plusieurs raisons, soit parce qu'il n'y a pas eu de travaux encore, soit parce que les gens ne se sont pas mis d'accord. Et puis il y a aussi ce qu'on appelle des spécificités nationales, qui sont clairement dans les règles européennes. On dit sur ce sujet-là, les États membres font comme ils veulent. Alors ça, évidemment, du coup, il y a des règles nationales. Et puis sinon, il y a des règles nationales qui sont liées aux spécificités du réseau, tout simplement. Et donc, en fait, ce que essaie de faire l'Europe, c'est de dire, vous faites le tri dans tout ce fatras, en gros, et donc, ce qui n'a pas lieu de maintenir, vous l'enlevez, et ce dont vous pensez que techniquement, c'est pas possible autrement, vous le gardez, mais dans les textes, elle a l'air de considérer, et ça c'est un sujet qui n'est pas encore clair du tout, il y a encore des débats, elle dit en fait finalement, tout ce qui finalement est des conditions pour rouler sur le réseau, et ben moi, je vais dire c'est plus des règles nationales. Je vais dire c'est des règles du gestionnaire de réseau. Et donc, ça veut dire que le gestionnaire de réseau va devoir avoir un registre de son infrastructure qui devra, qu'on appelle le RINF, le registre de l'infrastructure, dans lequel il devra écrire toutes les conditions nécessaires pour aller de là à là, de là à là, de là à là, parce que toutes les parties de réseau ont des spécificités. Et en fait, c'est l'entreprise ferroviaire, ça ne va pas la bloquer pour avoir l'autorisation. Par contre, c'est à elle, c'est sa responsabilité, d'aller ensuite voir, en consultant le RINF, si effectivement ça lui permet de rouler entre là et là, ou là et là. C'est-à-dire que c'est plus considéré comme des règles. Alors aujourd'hui en France, on avait un système hyper compliqué, où il y avait déjà ces règles dites règles d'exploitation des SNCF Réseau, qui sont d'ailleurs publiées, et puis des trucs qui restent dans les règles françaises, parce que c'est tellement généralisé qu'on considère que c'est une règle française. Et donc il y a encore ce débat en franco-français avec la DGTM, SNCF Réseau, nous, tout le monde, enfin les opérateurs, tout le monde, et c'est d'une complexité absolument incroyable, c'est de déséchiner, de démêler les fils de tous ces trucs-là, et d'essayer de faire un tri, et de dire ça c'est une règle du réseau, ça c'est une règle nationale, ça c'est je sais pas quoi, et ça on supprime, quoi, voilà. Donc en fait, ça c'est un très très gros travail, et je pense que ça va être un sujet aussi. Voilà. Bon. Alors bon, j'avais quelques exemples, bon, mais je le passe. Bon, ça c'est voilà. Alors oui, on a aussi des questions. L'agence veut percevoir des redevances. Donc, elle a adopté un règlement redevance. Et c'est le concept du guichet unique aussi, c'est-à-dire qu'en fait, même quand nous on instruit un dossier selon les règles nationales, donc c'est la compétence nationale, eh bien, il y a une seule redevance qui est perçue par l'agence et qui va reverser aux autorités nationales ce qu'on leur doit. Et donc, elle voulait imposer
aux autorités nationales son propre schéma de redevance. Et elle voulait même, il y avait des réunions, elle disait, c'est à vous, alors justifier, quels sont les coûts directs que vous mettez dedans, quels sont les coûts indirects que vous allez mettre, et de nous, tous nous obliger à avoir la même conception. Donc là, on s'est quand même beaucoup battu, mais on a à peu près gagné, j'espère, pour l'instant en tout cas. Mais donc en fait, ça veut dire que l'entreprise qui dépose un dossier, l'agence donne autorisation, l'agence fait une facture unique, et dans cette facture, elle dira voilà la part pour moi, voilà la part pour la France, voilà la part pour l'Allemagne, etc. Et c'est elle qui redistribue ensuite l'argent, disons, aux autorités nationales. Et du coup, il faudra qu'on justifie du nombre d'heures qu'on a passées, etc., vis-à-vis de l'agence. Et en fait, on n'est pas en première ligne finalement vis-à-vis des usagers, on l'est plus. C'est-à-dire que c'est l'agence qui est en première ligne vis-à-vis des usagers, c'est un guichet unique, y compris sur la partie financière. Voilà. Et puis dernière chose, on va devoir signer ce qu'on appelle un accord de coopération avec l'agence pour déterminer justement comment on va coopérer dans tout ce truc-là. Et dans cet accord de coopération, il y a la question de ce que l'agence appelle le pool d'experts, c'est-à-dire les personnes qui vont travailler pour son compte, avec la notion de comment les experts sont choisis, etc. etc. Et bon, vous savez que pour le HASA, il y a eu des appels d'offres, etc. Là, elle ne s'oriente pas vers des appels d'offres parce que je pense qu'elle a vraiment besoin des autorités nationales. Elle s'oriente plus vers un choix d'experts au sein des autorités nationales, mais des experts qu'elle choisirait individuellement elle-même. Et ce sur quoi on essaie quand même de lutter, parce que je pense qu'il faut que... Enfin, mon problème, c'est pas tellement les véhicules, parce qu'à la limite, elle choisit qu'elle veut pour les véhicules, mais à la limite, elle va chercher un privé, peu importe. C'est pour les certificats de sécurité, c'est-à-dire que comme l'autorité nationale, elle a un rôle aussi, sa responsabilité propre pour l'instruction des certificats de sécurité, en même temps que l'agence, et qu'en plus on a la responsabilité de la surveillance. J'ai pas envie que l'agence dise tiens, j'ai envie d'aller monsieur Dupont de chez vous pour instruire ce dossier, alors que moi justement j'ai désigné monsieur Durand pour instruire le même dossier au regard des règles nationales. Donc je dis non, moi je veux bien faire une coopération, mais c'est une coopération entre l'autorité nationale et l'agence, et c'est pas l'agence qui va pêcher dans un pool d'experts. Bon. Donc on a ce débat, il n'est pas clos du tout, parce que l'agence a l'air de tenir énormément à cette espèce de pool d'experts. Alors elle nous interroge, est-ce que vous avez des listes d'experts? Et puis elle va les passer sous les fourches codines de ses prérequis, et elle choisit comme elle veut. Voilà. Donc le débat est encore ouvert, et ça, c'est un des points de ces futurs accords de coopération. J'étais assez longue, donc c'était assez institutionnel, je suis désolée, pas très technique, mais donc voilà, c'est pour vous expliquer comment on aborde le sujet. Merci beaucoup. C'était, je pense, tout à fait passionnant pour les néophytes que nous sommes sur ce sujet. Il y a sûrement des questions. Oui. Oui, merci. Concernant le RTMS, si je me souviens bien, dans ma jeunesse, il y avait un truc qui s'appelait l'UIC, l'Union internationale des chemins de fer, qui essayait de promouvoir le RTMS à travers le monde. Et le président à l'époque était un Indien qui essayait de travailler dans le cadre des futures routes de la soie pour définir un ERTMS depuis l'Asie jusqu'à chez nous. Est-ce que l'UIC existe encore et il travaille encore sur ce sujet? Est-ce qu'il collabore avec l'agence et les autorités nationales sur ces questions d'interopérabilité? Alors en fait, on connaît l'UIC parce que on les voit souvent dans les colloques, etc. On a même été en partenariat avec eux pour un colloque international justement qui s'est tenu il y a 2 ans. Par contre, on ne travaille pas beaucoup avec eux. Et c'est vraiment, d'abord c'est les entreprises, c'est pas les autorités. Et c'est vrai que périodiquement, je me pose la question. C'est vraiment, on a très très peu de contact avec eux en dehors d'occasions comme ça, où on a l'occasion. Bon, là, on avait ce colloque, donc ils l'ont parrainé, ils nous ont fourni des interprètes en japonais, etc. Mais c'est vrai qu'on ne travaille pas beaucoup avec eux. S'ils avaient un rôle de goutte d'huile, justement, entre les industriels des États, au moins. C'est vrai. Alors, je sais que, par exemple, la SNCF est assez dominante à l'UIC.
Par contre, je n'ai pas de visibilité sur ce qu'ils font. C'est une question que périodiquement je repose. Bon, il faudrait que je m'y penche de façon plus étroite. Voilà. Mais bon, on a eu la question, par exemple, on a eu la question quand il y a eu l'accident d'Eck-Versailles. La SNCF a tout de suite dit bah oui, mais c'est normal, quand on teste une ligne, on est obligé d'aller à la vitesse maximale plus 10%. D'accord? Et donc, on est en survitesse très importante. Et puis, elle a essayé de renvoyer le bébé à quelqu'un d'autre, quoi, en disant c'est pas de ma faute, en gros. Et puis, elle a même dit à un moment c'est peut-être bien la faute de l'EPSF, parce qu'après, derrière, il faut que l'infrastructure elle soit approuvée pour pouvoir être ouverte. Et si on ne la teste pas à la vitesse nominale plus 10%, le dossier risque d'être refusé par le PSF. Bon. Alors nous, on a répondu, mais non, pas du tout, on n'a jamais dit ça, nous, on s'en fout, c'est à vous à démontrer. Enfin, il y a une démonstration à faire, mais on n'a jamais dit, a priori, quels étaient les termes de la démonstration. À ce moment-là, ils ont dit, bah oui, mais il y a une règle UIC, il y a effectivement une norme UIC, qui dit que pour tester une infrastructure, il faut la tester à V plus 10%. Bon. Alors, bon, cette norme UIC, d'une part, elle ne dit pas qu'il faut la tester à V max sur tout le parcours plus 10%. C'est-à-dire que c'est V exploitation plus 10%. C'est pas forcément V max de max plus 10%. Bon. Donc, s'il y a par exemple une montée ou je sais pas quoi, c'est le V plus 10%, le V pas théorique, mais pratique possible, plus 10%. Bon. Alors, eux, en fait, ils appliquaient ça quand même avec un V plus 10% maximal de chez maximal pour éviter tout problème ensuite de démonstration. Bon. Il n'y a absolument aucune règle technique en Europe, dans le monde, nulle part. Il n'y a rien concernant les essais. Rien, zéro. Le mot essai n'existe même pas dans la réglementation française. Du tout. Ça n'existe pas. Donc, on dit, bah, il faudrait porter le sujet devant l'UIC. C'est-à-dire qu'il faudrait que les experts de l'UIC se repenchent sur le sujet. Peut-être que V plus 10%, ça paraît logique, hein, en même temps, V plus 10%, ça paraît pas stupide, absolument stupide, mais en même temps, est-ce qu'il y aurait une expérience? Est-ce qu'on peut essayer de travailler ensemble pour voir est-ce qu'il y a d'autres façons de démontrer? Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on n'a pas trop de retour là-dessus. Voilà, par exemple. Après, je ne dis pas qu'ils font peut-être des choses, mais peut-être pour eux, enfin, voilà. Nous, on a du coup lancé un groupe de travail. Alors, je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'UIC dedans, il faudrait que je le demande, mais pour essayer de lancer, alors, mais ça c'est un peu long et ça va être compliqué, comment est-ce que la simulation numérique peut aider pour essayer de faire moins d'essais. Voilà. Parce que cet accident a quand même soulevé tout un tas de questions qui ne se posaient pas avant. Oui, vas-y. Oui, bon. Est-ce que dans l'aviation, il y a eu le conseil de juste culture qui veut que lorsque l'on déclare un incident, quand on est responsable parce qu'on a commis une erreur qui est ni volontaire ni répétitive, on ne sera pas sanctionné. Ça pose des problèmes d'ailleurs juridiques vis-à-vis de la justice imposée. Est-ce que ce concept-là, il a été étendu au domaine de la SNCF? Quand j'étais à DESAC, c'était déjà quelque chose de spécifique à l'aviation. Les autres domaines ne connaissaient pas. Est-ce que ça a été étendu à la SNCF aussi? Est-ce que maintenant le conducteur de train dit j'ai fait une super bêtise, là je me suis mis en survitesse parce que ceci, cela, voilà. Alors en fait, il y a le ferroviaire en général et la SNCF en particulier. Dans le ferroviaire en général, il n'y a rien dans les textes. Il y a quand même, par contre, il y a dans les textes maintenant, dans le 4e paquet, ça c'est nouveau, il y a la notion de culture de sécurité. Il n'y a pas la notion de just culture, mais il y a la notion de culture de sécurité, et c'est pour la première fois dans le texte de 2016. Et il y a la notion également que d'ailleurs l'agence européenne devra faire ce qu'il faut, je ne sais pas quoi, pour essayer d'insuffler cette culture de sécurité. Et elle doit d'ailleurs lancer une étude, dans les 2 ans, je ne sais plus dans quel délai, pour essayer de mesurer un petit peu quelle est l'efficacité de son action. Enfin, donc il y a une étude qu'elle doit mener sur le sujet. Après, il n'y a pas la notion de just culture.
Par contre, on fait quand même assez... Tous les ans, on fait un colloque, il y a quand même des conférences qui se tiennent un peu partout et tout. Et c'est quand même quelque chose qui est quand même dans les discours, hein, la just culture, la non-punitif, etc. J'avais d'ailleurs invité exprès Soulaise-la-Rivière à une des conférences ferroviaires, pour que quand même il montre un petit peu les limites du sujet. Parce que comme dans tous les sujets ferroviaires, les gens se prenaient le truc, puis ils disaient « Ah ben voilà !» Comme pour tous les sujets, ce que je dis, c'est paf, tout de suite, là, ce que les gens ont mis 10 ans, moi je mets 5 minutes, quoi, hein, c'est pas de problème. Donc en fait, j'avais organisé un colloque sur le sujet, et dedans, il y avait des gens qui montraient des entreprises qui avaient des expériences sur le sujet, mais il y avait aussi Soulaise-la-Rivière qui est un petit peu, d'ailleurs, pas perturbé, mais enfin, il a dit, voilà, en France, la culture, on est puni, on est coupable, voilà, donc attention. Donc il a dit des choses comme ça. Bon. Après, la SNCF, alors là, en tant qu'entreprise, ça c'est différent. Elle a des réflexions aujourd'hui sur le sujet. Et qui sont... elle mûrit des réflexions sur le sujet assez importantes. Après, c'est pas formalisé aujourd'hui. C'est-à-dire qu'elle commence vraiment... mais vraiment, elle le fait bien. Enfin, il y a un vrai travail qui est fait, à la fois sur la notion des facteurs humains. Elle travaille énormément les facteurs humains. Ils ont lancé tout leur cadre dans des formations sur les facteurs humains. Ils avaient organisé à Reims, il y a 1 an et demi à peu près, toute une série d'ateliers où ils ont, avec je sais pas, des milliers de personnes, enfin, quand ils s'y mettent, ils sont efficaces, hein, ils savent faire des trucs, où il y avait des ateliers sur la culture de sécurité, sur les risques, sur ceci, sur cela. Alors c'est pas de la just culture à proprement parler, mais c'était sur les erreurs, voilà. Donc il y a vraiment un travail important qui est fait. Alors après, par exemple, on parle de la just culture. J'ai vu il y a quelques jours que l'Agence européenne organise un séminaire, un colloque à Dubrovnik au mois d'avril, sur la culture de sécurité. Et puis elle s'est mise en tête, enfin, l'Agence de l'aviation faisait pareil, sans rien dire à personne, elle balance un projet de déclaration en disant ce sera bien que lors de ce colloque, tout le monde signe cette déclaration. Très bien. Et c'est une déclaration sur la culture de sécurité. Et dedans, il y a une phrase qui va vraiment très 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 loin sur la just culture, qui dit en fait, les entreprises qui signataires, et d'ailleurs, nous aussi on est amenés à signer, d'ailleurs, tout le monde doit signer, tout ça c'est Yukaidi, Yukaida, donc en fait il y a marqué, les entreprises signataires s'engagent à ne pas punir quelqu'un qui a fait une bêtise, sauf si, mais avec des termes assez forts que j'ai pas là en mémoire en anglais, mais sauf si ça a créé un incident vraiment très grave, enfin, un truc comme ça. Et donc, bon, je dis pas que l'idée est pas bonne, mais je vois mal une entreprise signer ça comme ça. Enfin, je sais pas, ou alors elle va signer, mais est-ce que ça a un sens derrière? Parce que ça va vraiment très très loin. Et donc ça veut dire que quelque part, le mot just culture, il est partout, le mot culture de sécurité, il est partout. Le contenu du concept, je pense qu'il y a encore des choses à travailler. Voilà.